Imaginez un seul instant que tout ce que vous croyez être, vous, votre personnalité, vos choix, vos peurs, vos succès, vos échecs, ne soit pas gravé dans la pierre, mais modelé par quelque chose que vous pouvez littéralement reprogrammer. Imaginez que la dépression qui vous paralyse, la procrastination qui vous ronge, ou la confiance que vous n'arrivez pas à trouver ne soient pas des condamnations à vie, mais des circuits temporaires dans votre cerveau que vous pouvez modifier. Si je vous disais qu'en comprenant simplement comment fonctionne votre cerveau, vous pourriez changer radicalement votre vie? Si cette idée vous intrigue, si elle vous fait déjà sentir un frisson d'espoir ou de curiosité, alors faites-le maintenant. Mettez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout, commentez en bas une seule chose. Quelle est la chose dans votre vie que vous aimeriez changer le plus? Votre réponse pourrait aider quelqu'un d'autre. Et partagez cette vidéo à une personne qui en a besoin. Allons-y. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans le fonctionnement du cerveau humain, et pas juste en surface. Nous allons explorer les découvertes des plus grands scientifiques de l'histoire, leurs expériences souvent spectaculaires, parfois dramatiques, qui ont prouvé une chose essentielle. Votre cerveau n'est pas fixe. Il est plastique, malléable, capable de se réorganiser jusqu'à un âge très avancé. Et quand vous comprenez vraiment cela, tout change. Vos relations, votre carrière, votre santé mentale, votre bonheur. Commençons par le début, par une histoire qui a bouleversé la science à jamais, l'histoire de Phineas Gage. En 1848, Phineas Gage est un contremaître américain de 25 ans, décrit par tous comme équilibré, responsable, poli, intelligent. Un jour de septembre, une explosion accidentelle projette une barre de fer de plus d'1 mètre de long à travers sa joue gauche, traverse son lobe frontal et ressort par le haut de son crâne. Contre toute attente, il survit. Il marche, parle, semble normal. Pendant quelques semaines. Puis ses proches ne le reconnaissent plus. L'homme calme et fiable devient impulsif, grossier, incapable de planifier, colérique, irréfléchi. Ses amis disent « Gage n'est plus Gage ». Le docteur John Harlow, qui suit son cas, publie en 1868 un rapport qui marque le début de la neuroanatomie moderne. Cet accident tragique démontre pour la première fois que des régions spécifiques du cerveau contrôlent des fonctions spécifiques de la personnalité. Le lobe frontal, en particulier la zone préfrontale, est le siège du contrôle des impulsions, de la planification, de la prise de décision et de la régulation émotionnelle. Phineas Gage a prouvé, par son drame, que le cerveau est organisé en modules spécialisés. Et cette découverte a ouvert la porte à tout ce que nous savons aujourd'hui sur la localisation des fonctions cérébrales. Mais le cerveau n'est pas seulement organisé, il est aussi capable de se réorganiser. C'est la découverte de la plasticité neuronale, l'une des révolutions les plus importantes du XXe siècle. Remontons à Santiago Ramón y Cajal, souvent considéré comme le père de la neuroscience moderne. Au début du XXe siècle, alors que la majorité des scientifiques croyaient que le cerveau était un réseau continu de tissus, comme un filet, Cajal, grâce à des techniques de coloration qu'il a perfectionnées, démontre que le cerveau est composé de milliards de cellules individuelles, les neurones. Il publie des milliers de dessins magnifiques de neurones et pose le principe du connexionnisme. Les neurones communiquent par des contacts spécifiques, les synapses. En 1906, il reçoit le prix Nobel avec Camillo Golgi. Cajal croyait déjà que le cerveau pouvait se renforcer par l'apprentissage. Tout être humain, s'il le décide, peut être sculpteur de son propre cerveau. Mais c'est dans les années 1960-1970 que la plasticité est vraiment prouvée expérimentalement.
David Hubel et Thorsten Wiesel, deux neuroscientifiques du Harvard Medical School, mènent des expériences sur des chatons. Ils cousent un œil d'un chaton nouveau-né pendant quelques semaines, critiques de développement. Quand il rouvre l'œil, l'animal est aveugle de cet œil, non pas parce que l'œil est abîmé, mais parce que le cortex visuel s'est réorganisé pour ne plus traiter les signaux de cet œil. Les colonnes neuronales qui auraient dû traiter ces informations ont été réaffectées à l'œil ouvert. Hubel et Wiesel montrent que le cerveau se modèle en fonction de l'expérience, surtout pendant les périodes critiques. Ils reçoivent le prix Nobel en 1981. Leur travail explique pourquoi les enfants amblyopes doivent être traités tôt, et surtout, ils démontrent que le cerveau n'est pas câblé de façon définitive à la naissance. Cette plasticité existe aussi chez l'adulte. Michael Merzenich, dans les années 1980-1990, travaille sur des singes. Il coupe des nerfs sensitifs d'une main et observe que la carte somatosensorielle du cortex, la zone qui représente le corps, se réorganise complètement en quelques semaines. Les zones qui représentaient les doigts blessés sont envahies par les zones voisines. Merzenich développe ensuite des programmes d'entraînement cérébral pour les enfants dyslexiques et pour les victimes d'AVC. Il montre que des exercices intensifs et ciblés peuvent littéralement recabler le cerveau adulte. Son entreprise, Posit Science, produit encore aujourd'hui des outils basés sur cette découverte. Passons maintenant au conditionnement. Ivan Pavlov, physiologiste russe, au début du XXe siècle, étudie la salivation des chiens. Il remarque que les chiens salivent non seulement quand ils voient de la nourriture, mais aussi quand ils entendent les pas du technicien qui apporte la nourriture. Il décide d'expérimenter. Il fait sonner une cloche juste avant de donner de la nourriture. Après plusieurs associations, la cloche seule provoque la salivation. C'est le conditionnement classique. Pavlov reçoit le prix Nobel en 1904. Cette découverte explique les réactions automatiques. La peur quand on entend une sirène, l'envie de fumer quand on boit un café, ou même les phobies. Mais elle montre aussi qu'on peut créer de nouvelles associations positives. Burrus Frederick Skinner, psychologue behavioriste américain, va plus loin avec le conditionnement opérant. Dans les années 1930, il invente la boîte de Skinner. Un rat ou un pigeon apprend à appuyer sur un levier pour obtenir de la nourriture, renforcement positif, ou pour arrêter un choc électrique, renforcement négatif. Skinner montre que le comportement est façonné par ses conséquences. Ses travaux expliquent les habitudes. Pourquoi vous consultez votre téléphone dès qu'il vibre? Renforcement variable, le plus addictif. Mais ils montrent aussi comment changer une habitude, en modifiant les conséquences. Dans les années 1990, Giacomo Rizzolatti et son équipe à Parme, en Italie, découvrent les neurones miroirs. En enregistrant l'activité cérébrale de singes, ils remarquent que certains neurones s'activent à la fois quand le singe effectue une action, prendre une banane, et quand il voit un autre faire la même action. Ces neurones miroirs existent aussi chez l'humain. Ils expliquent l'empathie, l'imitation, l'apprentissage par observation. Regarder quelqu'un faire du sport active les mêmes zones que si vous le faisiez vous-même. C'est pourquoi visualiser un objectif fonctionne, et pourquoi fréquenter des gens positifs vous change. Un cas clinique célèbre illustre la mémoire, le patient HM. Dans les années 1950, Henri Molaison subit une ablation bilatérale de l'hippocampe pour traiter une épilepsie sévère. L'opération réussit, plus de crises majeures. Mais HM perd la capacité de former de nouveaux souvenirs explicites. Il peut apprendre des compétences motrices, comme tracer une étoile en miroir, mais il ne se souvient pas de l'avoir appris. Les travaux de Brenda Milner sur HM démontrent
que la mémoire déclarative, fait, événement, dépend de l'hippocampe, tandis que la mémoire procédurale, habileté, est ailleurs. Cela a révolutionné notre compréhension de la mémoire. Aujourd'hui, les neurosciences montrent que la méditation modifie le cerveau. Richard Davidson, à l'Université du Wisconsin, étudie des moines tibétains experts en méditation de compassion. Leurs scanners montrent une activité gamma extrêmement élevée, une épaisseur corticale accrue dans les zones de l'attention et de l'empathie, et une amygdale moins réactive au stress. Des programmes comme la MBSR de John Kabat-Zinn, validés par des milliers d'études, montrent que 8 semaines de mindfulness réduisent l'anxiété, la dépression, et même la taille de l'amygdale. L'effet placebo est un autre exemple puissant. Fabrizio Benedetti, en Italie, montre que l'attente d'un soulagement active les mêmes circuits opioïdes que la morphine. Dans certaines études sur la maladie de Parkinson, l'annonce d'un traitement active la libération de dopamine dans le striatum, même si c'est un placebo. Tout cela converge vers une conclusion. Votre cerveau est façonné par vos expériences, vos pensées répétées, vos comportements. Les chemins neuronaux les plus utilisés se renforcent, règle de Hebb, les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Ce que vous regardez, lisez, pensez, faites, modifie littéralement la structure de votre cerveau. Alors comment appliquer cela concrètement? 1. Pour changer une habitude, utilisez le modèle de Skinner. Identifiez le déclencheur, le comportement, la récompense. Remplacez la récompense ou le comportement. Par exemple, pour arrêter de scroller sur les réseaux le soir, mettez votre téléphone dans une autre pièce, modifiez l'environnement, et remplacez par la lecture d'un livre, nouvelle récompense. 2. Pour apprendre plus vite, utilisez la répétition espacée, découverte par Hermann Ebbinghaus en 1885, et l'entraînement intensif, Merzenich. Des applications comme Anki exploitent cela. 3. Pour gérer le stress, pratiquez la cohérence cardiaque ou la méditation. Des études de Davidson montrent des changements mesurables en quelques semaines. 4. Pour booster la confiance, utilisez la visualisation. Les athlètes olympiques s'entraînent mentalement, activant les mêmes circuits. 5. Entourez-vous de personnes positives. Les neurones miroirs vous feront adopter leur comportement. En conclusion, Phineas Gage, Pavlov, Skinner, Hubel, Wiesel, Merzenich, Rizzolatti, Davidson, tous ces géants de la science nous ont donné la même leçon. Votre cerveau n'est pas votre destin, il est votre outil le plus puissant. En le comprenant, en l'entraînant, en le dirigeant consciemment, vous pouvez littéralement sculpter la vie que vous désirez. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si elle vous a donné envie de changer quelque chose, alors likez, commentez la partie qui vous a le plus marqué ou ce que vous allez appliquer dès aujourd'hui. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci et partagez-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À très bientôt.